passoire thermique. Groupeverlaine.com. Bienvenue dans le Club de l'Info. Si vous nous rejoignez ce soir en direct sur LCI, au sommaire, beaucoup de dossiers passionnants. On va vous expliquer pourquoi Poutine craint pour sa vie et se bunkérise. On va vous parler des derniers rebondissements dans cette affaire qui remonte au sommet de l'État russe, et on partira à Taïwan où on se demande si on est à l'aube d'une nouvelle guerre. Beaucoup évidemment de questions et de débats avec nos invités prestigieux et prestigieuses, le général Olivier de Bavinkov, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN en Afghanistan, Vincent Hugeux, grand reporter, spécialiste des questions de défense, des questions internationales, Pierre Ménat, bonsoir, diplomate, ancien conseiller Europe de Jacques Chirac et Alain Juppé, auteur de ce livre L'Union européenne et la guerre aux éditions L'Harmattan, Arlette Chabot, bonsoir, soyez également la bienvenue, et nous avons la chance d'accueillir Mélina Huette, bonsoir, une grand reporter qui est spécialiste des questions internationales et qui revient tout juste d'Ukraine et qui a tourné des reportages extrêmement bouleversants qui nous ont marqués dans la rédaction, et des reportages qui ont été tournés avec une autre grand reporter, Morgane Bonnat, qui est avec nous en direct de Kiev. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter, Morgane. On va commencer par voir un des extraits des reportages qui nous ont le plus marqués, et notamment ces témoignages qu'on a encore en tête de soldats que vous avez rencontrés dans ce centre de repos pour les blessés physiques et psychologiques avant de repartir au front. On regarde. Andriy a été mobilisé en août 2022. Il combat en première ligne depuis 3 mois. C'est un carnage. Un simple carnage. De leur côté et du nôtre. Ma plus grande peur? Je sais pas. Mourir. Mourir pour quoi? Pour rien. Pour des terres? Il y en a beaucoup des terres. Si on pouvait vous accorder un vœu, un seul vœu, quel serait-il? La fin de la guerre. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il préfère ici, sa réponse est immédiate. Le silence. Vous, ce soldat, vous l'avez rencontré. Moi, j'ai vu ce reportage de plusieurs fois, et à chaque fois, je suis au bord des larmes parce que le regard de cet homme vous pénètre. Et je me dis, mais comment peut-il retourner au front, tous ces soldats qui sont brisés par la guerre? Mais eux-mêmes ne le savent pas. Et c'est ça aussi qui nous touche, je pense, que ce soit à travers cet écran ou quand on l'a en face de nous. C'est qu'il a les yeux pleins de larmes, que lui-même ne sait pas où il va trouver la force de repartir au combat. C'est extrêmement compliqué, puis c'est extrêmement rare, je pense qu'il faut le souligner, d'avoir eu cette liberté de pouvoir le rencontrer le soir, dans sa chambre, après une journée d'interaction avec tous ces soldats qui passent seulement 3 jours, il faut bien le répéter, 3 jours avant de repartir au front. Ils ne sont pas dans les Carpates, ils sont dans un endroit tenu secret, mais ils ne sont pas très loin du front, pour pouvoir justement repartir. Et ce qui nous a marqué aussi, et Morgane pourra en parler, c'est, donc là on ne la voit pas, mais il y a une psychologue qui s'occupe d'eux, qui ne fait pas du tout du traitement de fond. Elle dit si jamais on rouvre les blessures et qu'on commence une psychanalyse, ils vont mourir sur le front. Donc nous, on soigne les symptômes. Et elle explique bien qu'il va falloir s'occuper de ces hommes et de ces femmes aussi, parce qu'il y a des femmes, après la guerre, parce que ce sont des bombes à retardement. Morgane, et ensuite évidemment vous allez réagir en plateau, parce qu'évidemment ce reportage, cette séquence, elle suscite beaucoup de réactions. Je donne la parole, Morgane, en direct de Kiev. Je pense que ce jour-là, on a été très émus avec Mélina, mais c'est un discours, en fait on observe une fissure dans le discours des soldats, dans le train, dans le reportage qu'on a fait dans le train entre Kramatorsk et Kiev. Il y a aussi des soldats qui se sont confiés, et notamment il y a un soldat qui est venu se confier hors caméra,
et qui m'a dit des choses assez dures. Il m'a dit que c'était, comme Andriy, il a dit, c'était une boucherie, que le commandement les envoyait à la boucherie à Bakhmout, parce que lui servait à Bakhmout, qu'il n'avait pas de support logistique suffisant, qui n'était pas assez appuyé par l'artillerie, pas assez appuyé par l'intelligence ukrainienne, de sorte qu'en fait la plupart des hommes de sa brigade étaient morts et qui avaient besoin de reformer sa brigade étant donné que c'était une hécatombe. Et avec ses frères d'armes, ils appelaient le colonel qui lui restait en arrière, ils l'appelaient le colonel fou. Et tant et si bien qu'un jour, avec ses camarades, ils ont commencé à se demander comment ils allaient faire pour arrêter tout ça et même penser à mettre une balle dans la tête de leur colonel. Et ça, c'est des paroles qu'on n'entendait pas encore il y a quelques mois et qui sont extrêmement fortes, extrêmement dures. Et c'est des choses qu'on peut, entre guillemets, comprendre, étant donné l'hécatombe qui est actuellement en cours sur le front de Bakhmout. Oui, ça montre à quel point il y a un tournant, en tout cas dans cette guerre en Ukraine, dans l'état d'esprit des soldats ukrainiens. Et vous le disiez, Morgane, on entend des témoignages qu'on n'entendait pas au début de la guerre, où il y avait un sentiment d'une unité dans la prise de parole. On est là pour défendre notre pays, quoi qu'il arrive. Avant de vous faire réagir et de vous redonner la parole évidemment à nos reporters, on va justement passer la séquence dont vous parlez, Morgane. Dans ce train, vous avez suivi des soldats, dans ce train de la survie qui fait la liaison entre Kramatorsk dans le Donbass et puis Kiev, la capitale. Serhiy et ses équipes ont aidé à évacuer des milliers de civils entre Kharkiv et Lviv il y a plus d'un an. Les trains étaient surchargés. Il y avait des passagers assis, des passagers debout et même des passagers sur les porte-bagages. On a fait au mieux pour évacuer. On avait jusqu'à 1 million de personnes dans un train. Des trains transportant habituellement 450 personnes maximum. Et un réseau ferroviaire qui permet de mesurer le terrain grignoté par les Russes depuis 9 ans. Avant la guerre, on opérait jusqu'à Donetsk. Après 2014, on n'opérait plus que jusqu'à Konstantinivka. Et depuis l'invasion à grande échelle, on ne peut plus aller que jusqu'à Kramatorsk. Le directeur des chemins de fer a coutume de dire que dans les villes libérées, les chars rentrent les premiers et que les trains suivent. Ces Ukrainiens espèrent bien pouvoir, un jour, emprunter à nouveau la voie ferrée jusqu'à la Crimée. Vincent. Il y a une hypothèse que j'aimerais soumettre à Mélina, à Morgane. J'ai cru comprendre, d'après l'incrustation qui apparaissait à l'écran, que ce témoin est auxiliaire sanitaire. C'est bien ça? Oui. Mon expérience de couverture d'une trentaine de conflits armés dans les 3 décennies écoulées fait que j'ai parfois, assez souvent même, été en présence de médecins militaires qui étaient médecins par vocation, militaires par hasard. Et quand vous êtes dans cette position-là, par exemple, hôpital de campagne, à quelques kilomètres de la ligne de front active, ce que vous voyez arriver, c'est des camarades en charpie. Vous luttez 24 heures sur 24 pour essayer de les arracher à la mort. Et vous n'y arrivez pas toujours. Et donc, beaucoup m'ont raconté à quel point ce poids-là était écrasant. Et vous évoquiez tout à l'heure les impacts psychologiques à long terme. Ils sont évidemment écrasants eux aussi. Donc, c'est simplement une question que je me pose en écoutant ce témoignage. Est-ce que ce n'est pas aussi, en plus de péril de chaque seconde, en plus de l'impression peut-être d'un combat inutile pour des terres, dit-il, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée qu'il porte sur ses épaules aussi l'échec de tel sauvetage, l'amputation ratée d'un tel, le type arrivé avec l'estomac ouvert, etc. Est-ce que vous avez senti ça chez lui? Et non, et en fait c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait Andriy, ses journées, l'immense majorité de ses journées, il les passe à creuser, nous dit-il. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il est mobilisé, hein, c'est pas quelqu'un qui s'est engagé, il a été mobilisé en août dernier, il a fait 4 mois de formation, ensuite il a été envoyé sur le terrain, mais pas sur le front, et ça fait que 3 mois qu'il est sur le front, aux alentours de Siversk. Et en fait, il nous disait que l'immense majorité de ses journées, il les passait à creuser sous terre. Non pas à soigner. Non, à creuser, dormir 3 heures, creuser, dormir... Et en fait, c'est ça qu'il nous disait, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de répit. Il n'y a jamais de répit et ça le rendait complètement fou. Il n'y a jamais de silence. Et ce qu'il veut, c'est le calme.
Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette double dimension. On passe sa vie à creuser, à s'enterrer, et puis en plus, il n'y a jamais de calme. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a envie de ce silence-là. Et il est mobilisé, donc il n'a pas choisi d'être là. Morgane Bonnat, vous qui avez réalisé ces reportages avec Mélina Huette, il faut préciser que vous êtes en Ukraine, vous couvrez le conflit depuis le tout début de la guerre. Donc vous avez fait des dizaines et des dizaines de reportages. Après cette dernière mission avec Mélina Huette, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous retenez à ce stade du conflit? Je crois que c'est la blessure mentale. Je pense qu'on a eu beaucoup... Désolée, ça revient avec aussi ce que je vous ai raconté juste avant. Mais effectivement, je trouve qu'il y a une blessure qui est en train de s'agrandir. Et il y a aussi un éloignement entre le front et l'arrière qui est en train aussi de s'éloigner. En fait, le front et l'arrière sont en train de s'éloigner petit à petit. Et on voit qu'il y a les mobilisés, il y a ceux qui étaient volontaires, tout ça est mélangé sur le front. Entre soldats, on se comprend. Mais j'ai l'impression qu'avec la société civile, il y a une incompréhension qui commence à grandir. Et je pense que, comme disait Mélina, le retour à l'arrière, le retour dans la société civile va être de plus en plus compliqué en fait pour ces hommes qui ont connu l'enfer pendant des mois, voire peut-être si le conflit dure plus d'une année, même des années quoi. Et c'est quelque chose qui est même assez, comment on pourrait dire, ça va être un vrai challenge de réintégrer ces hommes dans la société civile. Et de faire en sorte que cette société civile les accepte parce qu'ils ce seront plus les mêmes hommes que lorsqu'ils ont quitté cette société-là. Général, vous vouliez réagir? Ce que décrivent Morgane et Mélina est une situation très juste et ça me rappelle des moments tout aussi émouvants et tout aussi difficiles lors d'opérations avec des combattants d'un certain nombre de pays qui avaient été profondément éprouvés et qui au fond vont mettre des années et des années à se reconstituer. Comment l'éviter? C'est très difficile. Ce que vous décrivez là dans ce reportage, c'est au fond la marque de l'usure de la guerre. Parce que cette guerre, elle dure depuis 14 mois ou presque. Et donc, elle va durer encore. Pour certains depuis 2014. Et pour certains, ils ont été exposés depuis 2014. Peut-être pas ceux que vous aviez rencontrés là, parce que visiblement, ils ont été mobilisés à l'été 2022. Mais pour certains, ils sont exposés depuis 2014, c'est-à-dire une durée qui est très supérieure à celle de la Première Guerre mondiale. On double la durée de la Première Guerre mondiale actuellement. C'est des durées extraordinairement longues qui vont marquer vraiment profondément les esprits. Et ça va être très très difficile comme programme pour... D'abord, il faut avoir un très grand respect vis-à-vis de ces soldats qui ont été marqués par des événements qui sont extraordinairement difficiles, qui sont insoutenables. Pour beaucoup d'entre eux, des programmes très élaborés sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre vont permettre de se reconstruire et de retrouver une vie digne. Et pour d'autres, peut-être qu'on n'y arrivera jamais parce que l'épreuve est telle que ça ne le permettra pas. Mais je voulais dire quelque chose qui ressort de façon à donner un élément d'appréciation. Ce qui m'a intéressé dans ce reportage, c'est qu'on voit l'influence de l'école américaine de reconstruction des blessés psychiques dans ce reportage. Chez nous, nous avons une école française qui a élaboré tout un programme au profit des soldats français, de ceux qui avaient été touchés dans les différentes opérations. L'Afghanistan, que je connais un peu mieux que les autres théâtres, qui était un théâtre très difficile. Et ce programme est un programme qui est très distinct de l'école américaine. L'école américaine considère qu'il ne faut pas éloigner du front. Il faut rester à proximité du front. Oui. On va mettre dans une bulle de silence. Je me rappelle de ces dizaines et de ces dizaines d'officiers, de sous-officiers et de militaires marines américains qui étaient dans cette bulle de silence et dans cette atmosphère extrêmement sombre, qui n'étaient pas rapatriés aux États-Unis et qui ensuite, lorsque le médecin psychiatre le jugeait tel, étaient réengagés en première ligne. Ce n'est pas du tout le cas, je le dis franchement, ce n'est pas du tout ce que font ni les Britanniques, ni les Français,
qui sont des nations aussi combattantes, si l'on peut dire, que les Américains. Mais ce qu'on n'a pas mis dans le reportage, et ce que nous a dit le commandant avec lequel nous étions, c'est qu'ils ont fait ça au début de la guerre. Ils ont mis des soldats par dizaines, centaines dans les Carpates, extrêmement loin, pendant 3 semaines. Et que quand ils ont fait ça, ils se sont rendus compte que ces soldats-là ne voulaient plus aller au front. C'est-à-dire qu'ils étaient rentrés dans un processus de cicatrisation qui déjà était en bonne voie, entre guillemets, et pour eux, il était hors de question qu'ils repartent sur le front. Donc c'est aussi quelque chose de très stratégique de dire, en fait, là, on a besoin d'être proche du front, on a besoin de 3 jours, il faut les renvoyer tout de suite. C'est ce qui me frappe dans votre reportage, qui est à la fois extraordinairement poignant et absolument passionnant. On pourrait peut-être en parler pendant très longtemps, si on voit que c'est une lutte à la vie et à la mort. C'est une lutte qui est véritablement existentielle. Et donc les mesures les plus terribles, à savoir un éloignement momentané pendant une période de temps très courte, avant d'être réinjecté dans une unité combattante, j'imagine, ou en tous les cas une unité proche des premières lignes, ça montre à quel point le combat est considéré comme un combat existentiel. Véritablement, il l'est d'ailleurs. Il l'est. Il n'y a peut-être pas d'autre moyen. Arlette ? Oui, juste combien de temps on attend une contre-offensive? En tout cas, on l'annonce. Je ne sais pas comment les Ukrainiens peuvent entendre cette annonce d'une contre-offensive. Combien de temps, on a envie de vous demander, peuvent-ils tenir la fatigue, l'usure de la guerre? Combien de temps une population, les Ukrainiens, il ne s'agit pas de mettre en cause leur résistance, leur capacité, mais combien de temps peuvent-ils tenir selon vous? Parce que vous disiez, on a senti, c'est ce que disait Morgane, on sent effectivement que ça bouge, quoi. Combien de temps, encore une fois, peuvent-ils résister? Si c'est possible à évaluer. C'est difficile parce que ça dépend de chaque soldat, ça dépend si on est dans les forces de défense territoriale, si on est mobilisé. Mais même au-delà des soldats, il y a une société, il y a une population. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on lui pose la question de ce dont il rêve par-dessus tout, il aurait très bien pu nous dire la victoire. Ben non. Il a choisi que la guerre se termine. C'est pas tout à fait la même chose. Donc là, les mots ont un sens, plus que jamais. Je trouve que sa réponse, du coup, elle est très révélatrice de cet état d'esprit d'usure réelle. Ensuite, il y a aussi les soldats, si je reprends sur les soldats, vraiment pas la société civile, quand on parle avec eux et qu'on leur parle de cette contre-offensive dont on parle sur les plateaux depuis des semaines et depuis même plusieurs mois, ils disent mais en fait, nous, on n'en a aucune idée de ce qui se trame parce qu'on est sur le front. Il y en avait un qui avait participé à la contre-offensive de Kharkiv fin septembre. Il me dit mais moi je l'ai appris au moment où j'étais dans la contre-offensive parce qu'on avançait tellement. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est que maintenant que je sais que c'est cette contre-offensive. Permettez-moi de remercier Morgane Bonnat d'avoir été avec nous en direct sur LCI et on va évidemment vous retrouver très rapidement sur le terrain et bravo pour vos reportages à toutes les deux. Je précise que vous étiez dans le Donbass qui est la zone la plus dangereuse, pilonnée sans cesse par l'armée russe. Et voilà, et c'est grâce au courage de nos reporters qu'on peut vous offrir évidemment une vision la plus fine possible de ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup Morgane et à très vite. Mélina Huette, vous restez avec nous pour parler de cette affaire qui est remontée jusqu'au Kremlin, qui a entre les mains l'enquête qui a commencé lundi. Et regardez cette image, c'est l'image du jour, celle que Prigojine, le chef de Wagner, veut mettre en avant. Il était là ce matin aux obsèques du blogueur pro-guerre Vladen Tatarsky, décoré à titre posthume par Vladimir Poutine, tué dans l'attentat de Saint-Pétersbourg, qui a eu lieu dans l'un des cafés de Wagner. Le chef de la milice a tenu à lui rendre hommage. Aujourd'hui, le pays dit au revoir à Vladen Tatarsky, mais il est toujours avec nous. Sa voix restera toujours présente. Nous ferons tout pour qu'elle soit entendue, encore pendant de nombreuses années, qu'il soit à jamais dans l'histoire de la Russie, comme un homme qui ne pouvait être brisé, tué. Alors la question qui se pose est qui était visé dans cet attentat qui a coûté la vie à ce blogueur pro-guerre? Était-ce vraiment Vladen Tatarsky ou était-ce Prigojine, la cible de départ? Selon plusieurs médias russes, le chef de la milice était censé être présent ce soir-là et finalement il ne l'a pas été.
Qui est à l'origine de l'attaque? À qui profite le crime? Dania Trepova, 26 ans, une militante anti-guerre accusée d'être à l'origine de l'explosion, a été arrêtée avant d'être relâchée. Poutine, lui, pense que ce sont les Ukrainiens, les Occidentaux qui sont derrière l'attaque. Écoutons-le. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб. Acte de sabotage, terrorisme, mais Prigojine, le patron de la milice, a une autre analyse. Pour lui, le coupable ne se trouve pas en Ukraine, mais en Russie. Il estime que derrière l'attaque, il y a un groupe de radicaux qui est peu susceptible d'avoir un lien avec le gouvernement ukrainien. Il faut dire que l'attentat a été depuis revendiqué par l'armée nationale républicaine, un groupe d'opposants au régime russe créé au début de la guerre en Ukraine. On en dira un mot dans un instant. Mélina Huette, sur cet attentat, Prigojine qui aurait été visé par les auteurs de l'attaque, est-ce que ça vous paraît une thèse crédible? C'est difficile à dire, mais moi en août, j'étais là quand il y avait eu, vous vous souvenez, l'attentat sur Daria Dugina, la fille de Alexandre Douguine, un proche, en tout cas jadis un proche de Poutine. Et c'est là qu'on avait découvert l'existence de cette NRA, qu'on peut confondre avec un autre groupe, mais qui avait revendiqué cet attentat et pas de confirmation réelle de la part des Ukrainiens, pas d'infirmation non plus. Derrière ce groupe-là, il y a un monsieur qui s'appelle Ilya Ponomarev, qui est très intéressant parce que c'est un ancien député de la Douma qui est réfugié à Kiev, qui était le seul, donc il était à la Douma pendant 9 ans, de 2007 à 2016, et c'est le seul qui avait voté contre l'annexion de la Crimée à l'époque. Et aujourd'hui, il fait figure de leader de l'opposition russe en exil, avec des groupes qui, eux, agiraient en sous-marin en Russie. Et il a des mots très forts, ce monsieur, il dit qu'il est là pour détruire l'Empire russe et tuer Poutine. C'est une citation, hein, ça vient pas de moi, c'est lui qui l'a dit. Et du coup, il se revendique à la tête de ces groupes-là, dont la NRA, et aujourd'hui, personne n'est en mesure de savoir si c'est vraiment le cas. Donc c'est un espèce de flou artistique autour de ces opérations en sous-marin en Russie. Vincent, vous êtes plus dubitatif, hein, vous ne croyez pas que Prigojine était l'homme